Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je ne vais pas refaire une vidéo sur une visioconférence non respectée. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà documenté et je l'ai déjà dit, le lien de mes enfants n'est pas une faveur. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais repartir à la racine. Je veux revenir sur le point de départ judiciaire de toute cette situation, c'est-à-dire la décision JAF du 22 juillet 2021. Parce qu'une question revient souvent dans mes vidéos. Pourquoi les enfants vivent-ils chez leur père? C'est une question légitime et je veux y répondre. Pas avec des insultes, pas avec de la haine, pas avec des raccourcis, mais avec la chronologie, les faits, les pièces, la vérité et la dignité. Parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir à 2021 et il faut comprendre comment le récit initial s'est installé et comment il s'est construit. Il faut comprendre comment une première décision a figé une situation. Il faut comprendre comment, une fois qu'une résidence est fixée chez un parent, il devient ensuite extrêmement difficile de faire bouger les choses, même lorsque des vrais et réels manquements apparaissent, même lorsque le lien est rompu, même lorsque les décisions ne sont pas respectées. Cette vidéo est donc la première d'une série où je vais reprendre les décisions une par une. Donc aujourd'hui, c'est la décision JAF de 2021. Cette décision a fixé la résidence habituelle de mes enfants au domicile du père. Mais je veux dire une chose tout de suite. Cette décision ne m'a jamais retiré mon autorité parentale. Elle n'a jamais dit que je n'étais plus la mère. Elle n'a jamais dit que je ne devais plus être informée et que je ne devais plus participer aux décisions importantes. Elle n'a jamais dit non plus que le lien avec moi pouvait être coupé. Elle a fixé une résidence. Et une résidence ne donne pas à un parent le pouvoir d'effacer l'autre. Une résidence ne donne pas le droit de filtrer les informations, de bloquer les appels, de refuser les contacts, le droit de faire comme si l'autre parent n'existait pas. Et pourtant, c'est ce qui s'est progressivement installé. Mais pour comprendre cela, il faut revenir au départ. En 2020, au moment de la séparation, donc je vous le rappelle, c'était le 8 avril, mon fils n'avait que 8 mois. 8 mois. C'était un bébé allaité. Un bébé encore totalement dépendant de ses rythmes, de sa mère, de son alimentation, de son attachement et de sa sécurité affective. Et cette réalité-là a été retournée contre moi. Au lieu de regarder une situation de séparation avec un bébé allaité, au lieu de se demander comment organiser progressivement le lien père-enfant, on a construit un récit dans lequel j'étais présentée comme celle qui empêchait, celle qui ne nourrissait pas correctement, celle qui ne faisait pas ce qu'il fallait. Or, je veux rappeler plusieurs choses. J'avais évoqué donc mon contexte d'accouchement et le père n'a pas pris spontanément son fils dans les bras pendant les premiers mois. Il était totalement dans le rejet. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que je lui ai moi-même mis son fils dans les bras. Après la séparation, il refusait de prendre notre fils, même quelques heures, notamment parce qu'il était allaité. Moi, de mon côté, je transmettais régulièrement des photos, des vidéos, ces nouvelles évolutions. Je donnais aussi des informations concernant son alimentation. Il prétendra plus tard que je refusais l'alimentation mixte. Mais les échanges existent, les pièces existent, les messages existent. Et ces éléments racontent autre chose que le récit qui a été retenu. Mon fils était mince, oui, comme l'ensemble de mes enfants. Mais il était suivi par un pédiatre et un certificat avait été établi par ce pédiatre pour attester de sa bonne santé, du caractère physiologique de sa morphologie et de son développement psychomoteur normal.
Donc il ne s'agissait pas d'un enfant abandonné, d'un enfant non suivi ou d'un enfant négligé. Il s'agissait d'un bébé allaité, mince, suivi médicalement, avec une morphologie attestée comme physiologique. Et pourtant, le père va accepter de le prendre seulement pour une durée courte, de moins de 24 heures. J'apprendrai plus tard que c'était uniquement pour l'emmener consulter un médecin qui ne connaissait absolument pas les enfants, le médecin de famille de sa mère, donc à plus d'une heure du domicile. Ce médecin ne reverra d'ailleurs jamais les enfants, ou du moins mon fils. Et à la suite de cette consultation, une information préoccupante partira. Pour défaut vaccinal, pour carence alimentaire. Mais là encore, le récit est incomplet, parce que les éléments existent, parce que le suivi pédiatrique existait, parce que le certificat existait, parce que les échanges existaient. Parce que la question vaccinale n'était pas une opposition de ma part, et que j'ai des échanges qui démontrent la position du père à ce sujet. Et c'est là que je veux introduire un mot essentiel dans mon dossier. Je ne l'avais pas évoqué jusque-là. L'instrumentalisation. L'instrumentalisation des institutions. Parce que ce que je dénonce aujourd'hui, ce n'est pas seulement un conflit parental. Ce que je dénonce, c'est la manière dont un parent peut utiliser les institutions pour installer un récit et arriver à ses fins. Le médecin, l'information préoccupante, les services éducatifs, le JAF, l'école, les gendarmes, les procédures. Chaque institution peut devenir, si elle ne garde pas une distance critique suffisante, le relais d'un récit construit par un parent contre l'autre. Et c'est ce que je considère avoir vécu. Monsieur a su utiliser les institutions pour poser un récit. Un récit dans lequel il serait le parent stable, le parent inquiet, le parent protecteur, le parent raisonnable. Et moi, je devenais la mère instable, celle qui empêche, qui refuse, qui ne fait pas bien, qu'il faudrait surveiller. Mais ce récit, je le considère tronqué, parce qu'il ne dit pas tout. Il ne dit pas que je sortais d'une relation marquée par l'emprise, les humiliations, les violences conjugales, l'isolement, les menaces autour des enfants, la peur permanente. Il ne dit pas non plus que je devais me reconstruire. Il ne dit pas que j'avais fini en hébergement d'urgence, que j'avais dû quitter ce contexte violent. Il ne dit pas non plus que j'ai dû partir avec mes enfants. Il ne dit pas que, comme beaucoup de femmes victimes de violences conjugales, c'est moi qui ai dû quitter le domicile, perdre mes repères, perdre mon environnement, perdre mon réseau, et ensuite devoir justifier pourquoi j'étais partie. C'est ça, la double peine. Quand une femme subit des violences conjugales, très souvent c'est elle qui doit partir. C'est elle qui doit trouver un hébergement, qui doit protéger les enfants, qui doit perdre son réseau de voisinage et qui doit reconstruire sa vie. C'est elle qui doit gérer l'épuisement, la peur, les démarches, les procédures, les enfants, le travail. Et ensuite, on lui reproche d'être partie. On lui reproche son éloignement géographique. On lui reproche son instabilité liée à ce déménagement. On lui reproche d'avoir changé d'environnement. On lui reproche, tout simplement, les conséquences même de violences qu'elle a subies. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai eu le sentiment d'être condamnée pour avoir subi des violences conjugales. Condamnée pour avoir fini en hébergement d'urgence, pour avoir déménagé, pour avoir tenté de survivre. Et je veux le dire très clairement, une femme qui fuit des violences conjugales ne devrait jamais être pénalisée
pour avoir tenté de survivre. À l'époque, j'ai fait appel à un avocat que je ne nommerai pas publiquement, car ce n'est pas le sujet ici. Mais je dois dire aujourd'hui que, avec le recul, j'estime que cette première audience a été très mal préparée. J'avais choisi un avocat, celui-là en l'occurrence, parce qu'il était très visible, publiquement, parce qu'il défendait, sur les réseaux et les médias, la cause des enfants, parce qu'il donnait l'impression de comprendre ces sujets. Je lui ai fait confiance. J'ai été aveuglée par son image publique. Je pensais avoir trouvé quelqu'un capable de porter mon dossier, de comprendre les mécanismes d'emprise, de replacer les violences conjugales dans la procédure, de structurer mes pièces, de démontrer la réalité complète. Mais ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Mes pièces n'ont pas été portées comme elles auraient dû l'être. Je ne suis même pas convaincue qu'elles aient été produites. Le contexte de violence conjugale n'a pas été placé au centre. Le contexte d'emprise n'a pas été structuré. Le contexte de l'hébergement d'urgence n'a pas été expliqué. Le fait que mon fils n'avait que 8 mois au moment de la séparation n'a pas été replacé dans toute sa réalité. Le fait qu'il était allaité n'a pas été correctement compris. Le fait que je transmettais des photos, des vidéos, des informations n'a pas été mis en avant comme il aurait fallu. Et surtout, j'avais sollicité cet avocat pour saisir le JAF. Cela n'a pas été fait. Le père a donc été le demandeur. Et moi, je me suis retrouvée défenderesse. Cela peut sembler technique, mais c'est fondamental. Parce qu'en justice, celui qui saisit en premier pose souvent le cadre du récit. Le père a posé son récit, il a posé sa version, il a posé son angle. Et moi, je me retrouve à répondre, à me défendre, à me justifier, à courir derrière un récit déjà installé. Et c'est cela qui est terrible. Une fois qu'un récit est posé dans un dossier, surtout lorsqu'il arrive par le biais d'une information préoccupante, il prend un poids énorme. Il devient la base. Puis cette base est reprise, puis elle est répétée, puis elle devient la réalité du dossier. Et même lorsque les pièces viennent ensuite contredire ce récit, même lorsque les incohérences apparaissent, même lorsque les aveux arrivent des années plus tard, le mal est déjà fait. Parce que la résidence est déjà fixée, le cadre est déjà installé, les habitudes judiciaires sont déjà posées. Et après, on vous répond oui, mais les enfants vivent chez leur père depuis plusieurs années. Oui, mais c'est leur cadre habituel. Oui, mais il ne faut pas les déstabiliser. Voilà pourquoi il faut revenir sur 2021. Parce que 2021 n'est pas un détail, c'est le socle. C'est la décision qui a fixé la résidence, c'est la décision qui a installé un récit. C'est la décision qui permet encore aujourd'hui de dire « les enfants vivent chez leur père depuis des années, donc il ne faut pas changer ». Mais si ce socle repose sur une information préoccupante tronquée, sur un récit incomplet, sur des pièces non portées, sur un contexte de violence conjugale minimisé, alors toute la suite doit être lue. Et ce que je dis aujourd'hui est d'autant plus importante que plusieurs années après, en février 2026, donc c'est très récent, le père reconnaîtra lui-même dans 3 SMS que je conserve et que j'ai déjà produits dans le cadre judiciaire, notamment dans le cas de la précédente audience JAF, avoir agi dans le seul but de récupérer les enfants. Il écrira en substance qu'il a fait cela pour obtenir la garde et il ajoutera sans rancune. Sans rancune. Je veux que chacun mesure la violence de cette expression. Parce que derrière ce sans rancune, il y a des années de procédure. Il y a une mère qui a été présentée comme défaillante. Il y a 2 enfants qui ont grandi dans un cadre judiciaire construit sur une première décision.
il y a une résidence fixée, un lien mère-enfant aujourd'hui fragilisé, 10 mois de non-représentation d'enfant, une rupture de contact téléphonique qui dure depuis plus d'1 an maintenant, des appels empêchés, des informations non transmises. Il y a des années à devoir prouver encore et encore que je suis leur mère et que j'ai le droit d'être informée, que j'ai le droit de les voir, que j'ai le droit de leur parler. Et tout cela serait réduit à sans rancune? Non, je n'ai pas sans rancune. Parce que ce ne sont pas seulement des adultes qui ont été impactés. Ce sont des enfants, mes enfants. Et c'est cela que les institutions doivent comprendre. Quand un parent instrumentalise une information préoccupante, quand il instrumentalise un médecin, quand il instrumentalise l'école, j'y reviendrai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, quand il instrumentalise les services, quand il instrumentalise le JAF, les conséquences ne sont pas théoriques. Elles durent des années, elles modifient la vie des enfants, elles figent un cadre, elles installent un rapport de force, elles mettent un parent en position de devoir sans cesse se justifier. Et lorsque ce parent décrit, alerte, demande, relance, conserve les preuves, il devient ensuite conflictuel. Voilà le piège. Si vous ne dites rien, le récit adverse s'installe. Si vous parlez, vous êtes conflictuel. Si vous demandez des informations, vous êtes intrusive. Si vous déposez plainte, vous êtes procédurière. Si vous insistez pour parler aux enfants, vous dérangez. Si vous refusez l'effacement, vous devenez le problème. C'est exactement cette mécanique que je dénonce. Je ne dis pas que la décision 2021 a été rendue sans aucun élément. Je dis qu'elle a été rendue sur la base d'un récit incomplet et tronqué. Je dis que des pièces essentielles n'ont pas été regardées comme elles auraient dû l'être. Elles n'apparaissent même pas dans la décision. Je dis que ma défense n'a pas porté le dossier correctement. Je dis que le contexte de violence conjugale n'a pas été placé au centre. Je dis que le récit médical autour de mon fils a été tronqué, que l'information préoccupante a servi de levier. Et je dis que cette première décision a ensuite figé un rapport de force qui dure encore aujourd'hui. Parce qu'une fois que la résidence est fixée chez un parent, tout devient plus compliqué. Même lorsque le parent ne respecte pas les décisions. Même quand il ne transmet pas les informations. Même lorsqu'il coupe le contact, qu'il ne répond pas, qu'il refuse les appels, qu'il rompt le lien. On vous répond « oui, mais les enfants vivent là-bas depuis longtemps ». Et c'est exactement ce que l'on retrouve encore aujourd'hui. La décision de 2026 reconnaît que le père a rompu le lien entre les enfants et moi, qu'il a refusé de me les remettre, qu'il m'a refusé tout contact, qu'il répond très peu à mes sollicitations et qu'il ne me transmet pas les informations essentielles. Mais malgré cela, la résidence est maintenue chez lui. Pourquoi ? Parce que les enfants vivent chez lui depuis 2021. Parce que c'est devenu leur cadre habituel. Voilà pourquoi il faut interroger 2021. Voilà pourquoi il faut revenir au point de départ. Et voilà pourquoi il faut reprendre les pièces. Parce que si la première décision a figé un récit incomplet, alors il faut avoir le courage de le dire. Et je vais le dire. Je vais reprendre toute la chronologie, décision par décision, pièce par pièce. Pas pour ressasser le passé, pas pour me plaindre, pas pour entretenir un conflit, mais pour montrer comment les choses se construisent, comment un récit s'installe, comment les institutions peuvent être instrumentalisées, comment une femme victime de violences conjugales peut être pénalisée pour avoir fui, comment un bébé allaité de 8 mois peut devenir le centre d'un récit de négligence alors que des pièces médicales existent. Comment un parent peut ensuite être effacé progressivement au nom d'un cadre qui, à l'origine, n'aurait jamais dû être utilisé comme un outil de contrôle. Car c'est bien cela le sujet, le contrôle. Pendant la vie commune, le contrôle passait par l'isolement, les humiliations, le travail, l'argent, les reproches, les menaces. Après la séparation, il a juste changé de forme.
Il est passé par les enfants, les décisions, les informations, les appels, les soins, l'école, les plaintes, les institutions. C'est ça, le contrôle post-séparation. Et c'est précisément pour cela que la notion de contrôle coercitif est centrale dans mon dossier. Ce que je dénonce, ce n'est pas seulement un mauvais échange entre deux parents. Ce que je dénonce est une stratégie globale d'instrumentalisation des institutions pour construire un récit, obtenir une résidence, puis contrôler le lien. Je sais que ce que je dis est fort, mais je le dis parce que j'ai des pièces, des décisions, des SMS, des courriers, des plaintes, une chronologie. Encore une fois, je ne demande pas que l'on me croie sur parole. Je demande que l'on regarde les pièces, les dates, les contradictions, ce qui a été retenu, ce qui a été ignoré et ce qui s'est répété ensuite. Parce que mes enfants doivent savoir un jour que leur mère n'a jamais abandonné, que leur mère n'a jamais disparu, que leur mère n'a jamais cessé de les aimer, que leur mère a parlé et que leur mère a documenté. Il faut qu'ils sachent que leur mère a replacé les choses dans leur contexte, que leur mère a refusé de laisser une première décision figer toute leur histoire. Je refuse que mon fils, bébé de 8 mois au moment de la séparation, serve encore, aujourd'hui, de justification à un récit incomplet. Il va avoir 7 ans. Je refuse que mon départ, causé par des violences conjugales, soit utilisé contre moi. Je refuse que mon hébergement d'urgence soit présenté comme une instabilité. Je refuse que mon éloignement géographique soit isolé de la raison pour laquelle je suis partie. Et je refuse qu'une information préoccupante tronquée continue à produire ses effets 6 ans plus tard. Je refuse que la résidence chez le père soit utilisée comme un pouvoir de contrôle sur les enfants, sur les informations, les appels, les soins et sur le lien. Une résidence ne donne pas le droit d'effacer l'autre parent. Il ne donne pas le droit de bloquer les appels. Il ne donne pas le droit de ne pas transmettre les informations, ni de décider seul, ni de couper un enfant de sa mère. Alors aujourd'hui, je reprends la chronologie. Je commence par 2021. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur la décision 2025. Parce que pour comprendre aujourd'hui, il faut reprendre depuis le début. Ma ligne reste la même, les faits, les pièces, la chronologie, la vérité, la dignité. Je ne demande pas que l'on me croie sur parole, je demande que l'on regarde les éléments. Et je veux terminer avec cette phrase. Une femme qui fuit des violences conjugales ne devrait jamais être pénalisée pour avoir tenté de survivre. Je vous remercie d'être là et à très bientôt.